Bonsoir à toutes et à tous. L'événement est sur Ici Aquitaine avec, à 4 jours du premier tour des élections municipales, notre grand débat consacré à la ville la plus attendue de ce scrutin dans la région. Il s'agit de Bordeaux. Pierre Urmic, élu en 2020 après 73 ans de règne de la droite, conservera-t-il son fauteuil face à une opposition déterminée à lui ravir? C'est la bataille de Bordeaux. 6 candidats sont sur notre plateau ce soir dans l'ordre du tirage au sort que nous avons effectué juste avant l'émission. Thomas Cazenave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Faire gagner Bordeaux. À vos côtés, Philippe de Sertine, tête de liste Philippe de Sertine, l'optimisme est une force. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Poutou, également présent sur ce plateau. Vous êtes tête de liste Rouge Bordeaux, capitaliste. Bonsoir. Anticapitaliste. De l'autre côté, face à vous, Julie Rochagneux, tête de liste Rassemblement National pour Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Urmic, tête de liste Bordeaux En Confiance. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Et à vos côtés, enfin, Nordine Raymond, tête de liste Faire mieux Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir. 6 candidats sur ce plateau, 5 autres se présentent au premier tour. Il s'agit, vous allez les voir, de Petra Bernus, de Virginie Bontou-Tournay, Esteban Nadal, Fanny Candal et Mehdi Saboulard. Premier thème de ce débat spécial municipal à Bordeaux. Le temps de parole de chacune et de chacun sera comptabilisé pendant cette émission. On va évoquer la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de l'une des principales préoccupations des électeurs. Alors, le maire ne peut pas faire tout seul. Il s'agit d'une compétence complémentaire du maire. Je vais vous poser la première question, par ordre alphabétique, avec vous, Thomas Cazenave. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que Bordeaux est une ville dangereuse ? Moi, je considère, comme les Bordelaises et les Bordelais, que la situation sur le plan de la sécurité s'est dégradée ces dernières années. Et je le déplore, d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il faut agir, et agir fort. D'abord, rallumer la lumière à Bordeaux la nuit, c'est une demande exprimée par toutes les Bordelaises et les Bordelais. Il nous faut aussi recruter davantage de policiers on va détailler les moyens juste après, mais juste sur le constat lui-même. Oui, mais ce constat, je sais qu'on a un débat avec Pierre Urmic qui ne le partage pas. Moi, je le dis, toutes celles et ceux qui considèrent que la ville est moins sécure qu'autrefois doivent porter un projet d'alternance. Et je porte un projet d'alternance sur le plan de la sécurité avec des mesures pragmatiques, non dogmatiques, pour améliorer la situation. Philippe de Sertine, sur cette question de la sécurité. C'est quelque chose qui est fort à Bordeaux aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes, quand nous les rencontrons, mais les personnes plus âgées, tous nous disent « j'ai un sentiment d'insécurité à Bordeaux » qui se traduit par quoi ? Qui se traduit par du deal près de moi en pleine journée, qui se traduit par des agressions, qui se traduit par des faits réels. Aujourd'hui, nous avons réellement l'idée de dire qu'il faut faire quelque chose rapidement, c'est-à-dire augmenter de façon forte les moyens. Bordeaux est une ville qui a baissé la garde sur la question de la sécurité. Il faut absolument se dire qu'aujourd'hui, nous devons reprendre les choses en main, d'autant que les choses vont se dégrader dans le futur parce que nous sommes face à une question absolument centrale qui est la question de l'augmentation du trafic de stupéfiants. Et là, c'est devant nous un immense défi que Bordeaux va devoir relever comme les autres villes, mais signifiant que nous devons être en pointe. Nous sommes une ville du Sud, nous serons exposés. Pierre Urmic, sur cette question, est-ce que Bordeaux a baissé la garde en matière de sécurité ? Je rappelle, vous êtes le maire sortant de cette ville. C'est très précisément l'inverse. Bordeaux est régulièrement cité comme étant une ville en pointe dans les efforts qui sont faits précisément pour réduire, j'ai envie de dire, l'insécurité, mais les insécurités. On me parle beaucoup, moi, d'insécurité sociale, d'insécurité sanitaire, d'insécurité climatique, qui deviennent de plus en plus préoccupantes, notamment chez les jeunes. De ça. Voilà. Donc, parlons de la sécurité qui préoccupe les Bordelais, comme ailleurs d'ailleurs. J'aime bien parler, objectiver un peu les choses. Il faut savoir que depuis que je suis maire, c'est-à-dire depuis 2020, l'insécurité à Bordeaux a reculé de 4,1%. Ce sont les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur, toute infraction confondue. Je note qu'entre 2016 et 2019, avant que je sois maire, elle avait augmenté de 26%. Toute infraction confondue, c'est important. Toute infraction confondue. Les délits, etc. Ce sont les chiffres officiels. Je suis un maire qui s'est beaucoup investi sur le terrain de la lutte contre l'insécurité. Philippe Poutou, toujours par ordre alphabétique, cette question de la sécurité. Est-ce que vous considérez que Bordeaux est une ville dangereuse, comme on l'entend souvent ces derniers mois? Non, je ne serais pas capable non plus de comparer les villes entre elles, que ce soit au niveau du territoire ou au niveau de la planète entière. Mais c'est un sujet qui est problématique parce qu'on ne sait jamais de quoi on parle vraiment. De quelle insécurité on parle. Tout est un peu mélangé et puis ça donne l'occasion à plein de gens, notamment du côté des réacs, de partir sur des dérives sécuritaires. Et derrière la dérive sécuritaire, c'est une dérive répressive. Et donc on voit bien que c'est aussi le souci d'un maintien d'un ordre profond
profondément injuste et de le faire payer aux plus pauvres, aux plus opprimés. Donc nous c'est ce qu'on défend toujours, c'est que la véritable insécurité, s'il y en a une, et il y en a une, c'est vrai d'une certaine manière, c'est la question de l'accès au logement, la question de... Ça aussi, on en parlera juste après du logement. Oui, non, mais ça fait partie de l'insécurité telle que nous on veut le traiter, c'est-à-dire qu'en là, fait... on parle délinquance, etc. Je peux finir tranquille ou pas? Allez-y, vous pouvez finir. Merci, c'est Mais gentil. si vous me répondez à la question, sécurité, on parle je réponds à la délinquance. question, mais là je pense que de ce côté-là, il faut laisser répondre comme on a envie de répondre, parce que c'est pas vous qui allez me dicter comment je réponds à ces questions-là. Je ne vous dicte Donc pas, il y a je un vous demande de problème répondre à la d'insécurité question. au niveau du logement, vous le savez peut-être pas, vous avez l'air de l'ignorer, mais des gens, elles sont expulsées au quotidien, et là il y a une insécurité. On est dans le sujet que vous voulez traiter. Il y a une insécurité au niveau de l'emploi aussi. C'est facile d'être viré, c'est facile, tellement il y a de précarité au travail, donc du coup il y a ces insécurités-là qu'il faut aussi discuter. Et puis globalement, l'accès aux soins, c'est une insécurité de la vie quotidienne. Il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas accès aux soins. Donc c'est toutes ces questions-là, c'est derrière, c'est des services publics et c'est aussi un volontarisme politique qui se décide de répondre en priorité aux personnes qui sont les plus fragilisées, les plus précaires. Et c'est comme ça qu'on pourra répondre à la question de l'insécurité, c'est tout simplement des réponses sociales. Nordine Raymond, cette question également de l'insécurité. Vous disiez que c'était la principale préoccupation des Bordelaises et des Bordelais. En même temps, ça m'étonne pas puisque c'était le principal sujet de cette campagne. On n'a parlé que de sécurité, là où je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets et que l'insécurité, en effet, comme l'a dit M. Poutou, ne recouvre pas que la délinquance. Et aussi, je pense qu'il faut avoir un message de vérité. Ici, tout le monde dit qu'il faut armer plus la police municipale, il faut plus de caméras de vidéosurveillance, là où c'est à la police nationale de traiter certains sujets, et notamment, puisque M. de Sertine en a parlé, le narcotrafic qui peut être une plaie, en effet, dans les grandes villes, qui se développe dans les grandes villes, mais qui ne sera pas traité par la police municipale. On peut lui mettre des kalachnikovs, tout ce que vous voulez, ce n'est pas la police municipale qui ira démanteler les réseaux, qui sont souvent des réseaux internationaux, en plus, à ce sujet-là. Donc je pense qu'il faut un peu abaisser le ton sur ce débat-là, parler des vrais sujets et arrêter d'apporter toujours les mêmes solutions qui ne fonctionnent pas. Perpignan, pour prendre exemple, dirigé par Madame Rochagneux, par les amis de Madame Rochagneux, est la ville où la police municipale est le plus armée et c'est la ville où la délinquance a le plus explosé. Il n'y a pas d'effet dans les chiffres entre l'armement de la police municipale et la baisse de la délinquance. Donc nous avons un projet de prendre la sécurité de manière globale en prenant en compte le logement, l'alimentation et l'emploi. Vous êtes d'accord avec M. Poutou alors cette question? Oui, souvent, c'est une dimension globale. Julie Rochagneux, cette question de la sécurité. C'est absolument insupportable. Insupportable parce qu'on vient de voir le déni de réalité de On va pas parler de Perpignan, on va parler de Bordeaux. Hein. On vient de voir le déni de réalité de M. Rumic qui nous fait croire encore que la ville de Bordeaux est récompensée pour sa situation sécuritaire alors que c'est absolument faux. Entre 2020 et 2024, on a plus 58% de violences sexuelles, plus 33% de vols dans les véhicules. Tout le monde se souvient des images de cette vieille dame avec sa petite fille qui se fait arracher et qui tombe au sol sur le pas de sa porte. L'image de Bordeaux s'est dégradée, les faits d'insécurité ont explosé et surtout les Bordelais changent leurs habitudes, changent leur quotidien, parce qu'aujourd'hui, la sécurité n'est pas assurée à Bordeaux. Alors, on parlait de narcotrafic tout à l'heure, c'est une question essentielle. Le maire ne peut pas faire tout seul, là encore, tout seul. Philippe de Sertine, sur cette question du narcotrafic. Il faut être très clair, monsieur Raymond. Vous ne voulez pas répondre à ma question? Si, c'est ça. La semaine dernière, la police municipale saisit de la marchandise, comme on dit effectivement dans la police, c'est-à-dire de la drogue, au Grand Parc et aux Aubiers. C'est-à-dire que ces policiers municipaux qui nous protègent sont en première ligne. Et c'est la raison pour laquelle on doit les aider, parce qu'ils agissent en lien avec la police municipale, avec la police nationale. Nous avons les deux. Pourquoi vous dites non? Oui, c'est comme ça que ça se passe. On a les deux. Écoutez, moi j'ai été voir les policiers municipaux. Ils m'ont raconté ce qu'ils ont fait la semaine dernière au Grand Parc et aux Aubiers. Et ce sont des policiers municipaux qui me racontent leur journée avec la police nationale. C'est comme ça que ça se passe. Et donc aujourd'hui, on doit avoir conscience qu'on ne peut pas faire de dissociation et qu'aujourd'hui, on doit accompagner les policiers municipaux qui sont ceux qui, sur le terrain, prennent des risques pour les citoyens. Thomas Cazenave. Deux choses. D'abord, moi j'aimerais qu'on parle effectivement d'autres choses dans cette campagne. On pourrait parler culture, on pourrait parler sport, mais la réalité... entendre vos propositions. J'en ai beaucoup, monsieur Raymond. Mais la réalité, c'est que ce problème-là est exprimé par les Bordelaises et Bordelais. Et donc moi je pense qu'il faut agir très concrètement. Demain, maire de Bordeaux, je l'ai dit, je rallume la lumière la nuit. En totalité, parce qu'elle s'éteint à une certaine heure de la nuit. En totalité, dans tous les quartiers. Oui. 2, je crée une brigade de nuit. Il n'y a pas de brigade de police municipale la nuit. Je pense à toute la jeunesse qui sort au bassin à flot à la Victoire. On attend de la présence pour tranquilliser de la police municipale. Créer 4 antennes au plus près. On évoquait le Grand Parc, les Aubiers. Il faut des antennes de la police municipale au plus proche. Et moi, je voudrais dire, oui, c'est dans mon projet. Et je voudrais dire à Pierre Hormic qu'on ne peut pas être dans une forme de fatalisme en disant le narcotrafic, c'est l'État. L'État attend de nous que nous soyons au rendez-vous, c'est-à-dire de la présence, de la vidéoprotection et de la bonne coopération. Ce n'est pas le problème des autres, la question de la sécurité. C'est ensemble, y compris sur le narcotrafic, qu'on aura des résultats. Pierre Urmic, cette question. Et après, Madame Rochagneux.
Monsieur le ministre Cazenave, a tellement endetté notre pays qu'il rêve aujourd'hui de confier aux maires des missions qui sont dévolues à la police nationale. Il rêve de faire engager des policiers municipaux qui lutteront contre le narcotrafic international, contre le crime organisé, alors que tout cela relève de policiers nationaux qui doivent être payés par des budgets que vous ne pouvez plus présenter tellement vous avez ruiné le pays, monsieur Cazenave. Donc, ne faites pas payer. Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, monsieur, s'il vous plaît. Ne faites pas payer aux villes, aux contribuables bordelais, ce qu'on appelle des charges régaliennes. La lutte internationale contre le trafic de stupéfiants relève uniquement de la police nationale. Par contre, là où vous avez raison, monsieur de Sertine, c'est que la police municipale peut prêter main forte à l'occasion de certaines opérations. Elle n'a pas de pouvoir d'interpellation, elle n'a pas de pouvoir de police judiciaire, elle peut simplement prêter main forte à des opérations de police nationale. Julie Rochagnon, cette question de la sécurité, allez-y. Quand le narcotrafic évolue dans une ville, il faut se retourner principalement Julie Rochagnon, la lutte internationale, monsieur Cazenave, comme des policiers municipaux qui font payer. Julie Rochagnon, qui font payer, monsieur Cazenave. Messieurs, s'il vous plaît, Julie Rochagnon, qu'est-ce que vous proposez, vous, tête de liste Rassemblement National ? Alors, les missions... Est-ce qu'il faut augmenter la police municipale ? Les missions de la police municipale et de la police nationale doivent être distinctes, effectivement. C'est un débat dans cette campagne municipale. Maintenant, on l'a dit, la police municipale doit intervenir sur des missions que la police nationale ne peut plus faire. Aussi parce que les gouvernements qui ont été mis en place ces dernières années n'ont rien fait pour réarmer à la fois moralement et pour réarmer sur le plan matériel la police nationale. La police municipale, il faut l'augmenter et il faut l'armer. Il faut l'armer, pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, elle intervient notamment sur des théâtres de deal de drogue. Et donc, ils peuvent être mis en danger, parce que lorsqu'on porte aujourd'hui un uniforme police, eh bien, on peut aussi être une cible. C'est une demande de la police municipale d'être armée, il faut évidemment les respecter, et il faut porter le nombre de policiers municipaux à 250, et je suis la seule dans cette campagne à proposer des pistes d'économie drastiques pour pouvoir financer cette augmentation de la police municipale. Nordine Reynaud, un dernier mot là-dessus avant qu'on change de thématique, s'il vous plaît. Je peux reprendre deuxième fois la parole. Pour pouvoir... Oui, vous inquiétez pas, monsieur Poutou, vous allez vous exprimer. Pour mais après, pouvoir d'autres thèmes, allez-y, monsieur. Parler d'autres sujets avec plaisir, et notamment avec monsieur Cazenave, puisqu'il dit avoir un programme culturel. Monsieur Cazenave, il y a 2 patrouilles de police nationale la nuit dans Bordeaux. Vous savez, ce qui a le plus augmenté à Bordeaux, c'est les conflits interfamiliales. C'est notamment la violence conjugale. Ça veut dire qu'il y a 2 patrouilles de police nationale qui est capable d'intervenir quand une femme se fait violenter la nuit à Bordeaux. Et ça, c'est de votre faute parce que vous avez été mis des comptes publics. Et ensuite, je vais répondre à monsieur de Sertine, si vous le permettez, monsieur Cazenave. J'en ai marre un peu que vous pointiez tout le temps du droit, les quartiers populaires. Vous avez parlé du Grand Parc et des aubiers sur la vente de drogue. Moi, j'y habite toujours. Et monsieur, c'est qu'il y a s'il y a des gens qui achètent de la drogue, c'est qu'il y a des consommateurs. C'est qu'il y a des consommateurs et ils ne vivent pas tous aux aubiers. J'en ai pour une seconde, si vous voulez bien. Ils ne vivent pas tous aux aubiers au Grand Parc. Et vous êtes les 2 candidats qui avaient rejeté le CARUD qui traite les personnes victimes d'addiction. Vous êtes allé filmer, monsieur de Sertine, des personnes devant. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave ce que vous avez fait, monsieur. Juste pour terminer ce débat, Philippe Poutou, s'il vous plaît. Et il y a des gens qui les aident. Il y a des gens qui les aident. Ça s'appelle le CARUD. Il faut que ce soit dans s'il vous plaît, Philippe Poutou, cette question de la sécurité avant de changer de thématique. Je pense que le terme déjà n'est pas bien employé, parce qu'en fait ça fait grosse confusion avec, parce qu'habituellement narcotrafic, on pense au Mexique, à la Colombie, au cartel de drogue et tout ça, et puis aux milices qui vont assassiner des tas de gens. Enfin, donc déjà le terme il déforme le truc et c'est comme si on était dans quelque chose de complètement grave et complètement, pas du tout maîtrisé. Il y a une réalité, effectivement il y a du trafic de drogue, on le sait, mais comme le disait monsieur Raymond tout à l'heure, en fait la question c'est toujours traité d'une manière, voilà, il y a des délinquants, donc il faut réprimer. Et nous, on pense qu'il y a d'abord une question de santé publique. Parce que c'est aussi, quand on se drogue, et il n'y a pas que la drogue dont on parle là, il y a aussi l'alcool, il y a aussi le tabac. Et donc, c'est toujours la question de comment on est dépendant de ces produits-là. Donc, il faut soigner les gens. Et on sait en plus que pour beaucoup, c'est en lien aussi avec une forme de misère sociale. C'est pas un hasard si ça touche plus les quartiers populaires. Donc, il faut aussi discuter, encore une fois, de la question sociale. Et là aussi, et je finis là-dessus, c'est pourquoi on nous fait toujours regarder cette question-là, même si, ok, elle est importante, et on ne parle jamais, quand on parle trafic par exemple, du trafic d'influence, de la corruption qui existe aussi dans les hautes sphères, de l'impunité des promoteurs immobiliers, parce que là aussi on est en pleine zone de trafic complètement invisibilisée. Donc il y a aussi ces questions-là, comment on retourne la situation et on arrive aussi à discuter de la structure non démocratique de la société. Alors le deuxième thème de ce débat sur les municipales à Bordeaux, on va évoquer les mobilités, la circulation, ça bouchonne. Bordeaux fait partie des villes les plus embouteillées de France. Je me tourne vers vous, Philippe de Sertine. Il y a plein de choses dans ce sujet des bouchons, de la circulation, il y a les transports, mais le constat lui-même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Il y a 6 ans, on disait, monsieur Urmic, lorsque vous étiez candidat, Bordeaux est en thrombose du point de vue de la circulation. 6 ans après, c'est encore pire.
la ville va mal du point de vue de la circulation. Nous avons sur la métropole, monsieur Urmic, tout d'abord l'automobile sur la métropole, ensuite 1 300 000 transports, ce sont les statistiques que vous avez commandées vous-même. Piétons 850 000, transport public 450 000, vélo 180 000 environ. Nous devons absolument travailler sur la cohabitation de tous les modes de transport en ayant bien l'idée que l'approche que vous avez eue de refuser la voiture dans cette ville est aujourd'hui une approche qui ne marche plus. Elle ne marche plus parce que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'étendre les transports publics. Pierre Urmic, répondez avant de passer la parole à Thomas Cazenave sur ce sujet et le reste du tour de table. Pierre Urmic. Moi, mon rôle de maire, c'est d'assurer la promotion de toutes les mobilités avec une priorité pour ce qu'on appelle des mobilités décarbonées. C'est un impératif climatique. Certains peuvent rêver de faire revenir la voiture en centre-ville. C'est leur logiciel. Ce n'est pas le mien. On précise, ce sont les mobilités douces, les mobilités décarbonées. Les mobilités décarbonées. Je tiens à rappeler, vous pouvez me laisser parler ? Je tiens à rappeler ici que le premier mode de locomotion en ville, souvent mes contradicteurs ne le savent pas, c'est la marche à pied. 37% des déplacements à Bordeaux, intramuros, c'est la marche à pied. La voiture n'intervient qu'à hauteur de 27%. Donc, il faut encourager toutes les mobilités. C'est ce que nous avons fait. Je ne suis pas anti-bagnole, contrairement à ce que j'entends. Mais par contre, je vais laisser le monopole de la voiture en ville à ceux qui n'ont pas le choix. C'est souvent les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Mais pour cela, ça m'oblige à encourager toutes les autres mobilités. La croissance des transports collectifs bordelais, la fréquentation a augmenté de 9% durant ce mandat, vous ne le dites pas. La pratique du vélo a augmenté de 50%. La marche à pied a augmenté. Tout a augmenté. Donc, bien évidemment, la voiture a perdu du champ. Je vois que vous le déplorez avec une espèce de nostalgie. Toutes les villes du monde réduisent la place de la voiture aujourd'hui. Thomas Cazenave, cette question de la circulation à Bordeaux, ça bouchonne. Est-ce qu'il faut revoir le plan de circulation ? Non, mais d'abord, partageons que là aussi, pendant 6 ans, il n'y a eu aucun progrès. Nous sommes toujours... Mais oui, monsieur Urmic, vous haussez les épaules, mais la réalité, c'est que nous sommes la deuxième ville la plus embouteillée. On était la première. Belle performance. Quand vous aviez été au pouvoir, on était la première. Ok, vous êtes passé de la première à la deuxième. Bravo, Pierre Urmic. C'est l'autre qui va moins bien. C'est le deuxième déni de la soirée sur tout va bien sur les mobilités. Non, tout va pas bien parce que vous avez fermé très vite la ville à la voiture, surtout, mais sans avoir investi en parallèle sur des alternatives. Le problème, c'est les alternatives. C'est quoi les grandes évolutions sur le tramway ? Moi, je défends le tramway de nouvelle génération. Investir sur le tramway, un tramway plus fréquent, un tramway plus capacitaire, poursuivre le réseau de tram pour donner des alternatives réelles à la voiture. Et moi, je ne suis ni contre la voiture, ni tout voiture. Moi, je veux bâtir une ville dans laquelle tout le monde peut se déplacer en fonction de ses contraintes et ses usages. Et la réalité, monsieur Urmic, vous êtes allé très vite, probablement trop vite, sur piétonisation et suppression de milliers de places de parking en surface, sans créer des alternatives. Et donc, continuer à travailler sur le tramway et mettre en pause la piétonisation. Ça ne veut pas dire qu'on revient en arrière, mais assumer le fait que tout ça a créé beaucoup de difficultés au quotidien pour les Bordelais. Julie Rochagneux, sur cette question de la circulation. Alors, il faut dégoûter progressivement les automobilistes. Alors, qui a dit ça ? C'est Pierre Urmic en juin 2020, quelques semaines à peine après son élection. Alors, M. Urmic, il est arrivé à la mairie de Bordeaux avec un agenda idéologique. Et il a appliqué son agenda idéologique sans consulter les Bordelais, sans consulter les commerçants. Qu'est-ce que vous proposez ? Il a piétonisé certaines places contre l'avis des commerçants. Il a fait passer certains axes qui étaient des axes structurants en sens unique, alors que c'était des axes à double sens. Alors moi, je reviendrai sur ce que Pierre Urmic a fait. Je reverrai intégralement le plan de circulation, intégralement le plan de stationnement. Et oui, M. Urmic, lorsque vous avez supprimé des places de stationnement, par exemple, pour installer vos micro-forêts qui ne ressemblent à rien, eh bien, je supprimerai vos micro-forêts et je remettrai des places de stationnement et on permettra aux Bordelais et aux personnes qui viennent de l'extérieur de Bordeaux, parce que c'est aussi important pour le commerce, de revenir dans Bordeaux, parce que Bordeaux ne doit pas être demain une ville forteresse sans famille, sans artisans et sans entreprise. Nordine Raymond, cette question. Oui, je pense qu'on peut éviter les propos caricaturaux. Qui vient à Bordeaux en voiture ? C'est souvent des gens qui vivent à l'extérieur de Bordeaux. Et donc la question qui se pose, c'est aussi la question de l'aménagement du territoire. On a concentré toutes les richesses à Bordeaux. Et je crois que le maire de Bordeaux a un vrai travail à faire sur le partage des richesses à l'échelle du territoire. Ensuite, ce que je veux dire pour Bordeaux, c'est qu'on ne peut pas dire c'est trop bouchonné, mais on va rajouter des voitures. Ça n'a aucun sens. Il faut développer les transports en commun. Nous proposons de les rendre gratuits pour les moins de 26 ans, les plus précaires, les familles monoparentales et les personnes en situation de handicap dans un premier temps, et la gratuité totale à la fin du mandat. C'est quand même pas une idée révolutionnaire. Ça a été fait par des socialistes. C'est le cas dans d'autres villes de France. C'est le cas dans d'autres métropoles de France. C'est quand même un progrès humain assez important. Et il faut développer le tramway. Le problème de cette ville, c'est qu'elle est souvent pas pensée pour les habitants de cette ville. Là, on vient de faire la ligne E, la ligne F, dont une
une ligne qui va de la gare à l'aéroport. Quel Bordelais fait gare à l'aéroport ? Une ligne de tramway, bien sûr. Quel Bordelais fait gare à aéroport ? Personne. Et on a abaissé le cadençage entre la rive droite et la rive gauche. Je pense qu'il faut penser cette ville pour les Bordelaises et Bordelais, qu'il faut rendre les transports gratuits et qu'il faut aussi développer les mobilités tous, en effet, les piétons et les cyclistes en faisant des pistes cyclables sécurisées, ce qui n'a pas été assez fait sous le mandat précédent. Philippe Poutou, sur cette question de la circulation en général. C'est toujours pareil, quoi. On fait un constat de saturation, donc là, au niveau de la circulation et du stationnement, sans jamais faire le bilan des politiques passées. Les politiques passées, c'était, et ça reste toujours, même si ça allait un peu moins, l'attractivité, la concentration de l'activité, la métropolisation, ça s'appelle comme ça. Donc on a voulu ça, on l'a justifié même à un moment donné, l'objectif c'était 1 million d'habitants. Et après on s'aperçoit, ah merde, il y a des conséquences en fait, tout le monde vient ici. Et tout le monde ne peut pas vivre ici, donc ça sature de partout. Et c'est là où il faudra arriver à discuter effectivement de combattre ces logiques libérales et ultralibérales que sont les logiques de métropolisation et arriver à discuter de la ville différemment. Et ça veut dire effectivement revoir comment sur le département l'activité peut se répartir. Ça veut dire que les gens puissent vivre dans les zones périurbaines, qu'il puisse y avoir des petits commerces, des services publics, de l'activité. Ça, il n'y a pas. Donc ça veut dire combattre les logiques libérales et ça, la gauche aujourd'hui n'en est pas capable puisqu'elle adhère complètement à ça. Droite et gauche adhèrent. D'ailleurs, ils ont tout voté ensemble dans les conseils métropolitains et les conseils municipaux. C'est un accord de fond sur ces logiques-là. Donc là, on pense par exemple qu'il faut évidemment développer le transport. Donc nous, on est sur l'idée évidemment d'un transport public, enfin des transports en commun publics, et on est évidemment nous aussi pour la gratuité du transport, mais ça pose le problème de comment on renforce le transport. Et le sujet précédent, c'était il faut embaucher des flics pour réprimer les gens, et là personne ne discute qu'il faudrait recruter des salariés dans les services de transport de manière à développer le réseau bus, de développer le réseau tram, parce qu'on ne pourra pas développer les transports si on ne donne pas des moyens humains. Donc il faut discuter des moyens humains et d'une politique qui soit réellement en réponse aux soucis de transport de la plupart de la population. Thomas Cazin, pour terminer cette partie, après moi je veux la partie suivante sur un point, découle de celle-ci. La question des transports, c'est pas un sujet de politique municipale de Bordeaux parce que c'est un sujet métropolitain. Et moi, dans cette campagne, j'ai à la fois créé un rassemblement pour la liste avec des formations politiques, des personnalités de la société civile, mais également des maires qui me soutiennent pour que demain, à la métropole, nous puissions mettre en œuvre notre projet et avoir une majorité. Parce que la question du tramway, la question du RER métropolitain, la question des plans de circulation, il faut avoir une majorité métropolitaine pour le faire. Et moi, je défends, je ne sais pas si c'est le cas de Pierre Hormy, que demain, le maire de Bordeaux soit aussi le président de la métropole. Et c'est mon ambition dans cette campagne pour remettre la ville-centre au cœur de la métropole, y compris pour que demain, il y ait des améliorations concrètes sur les déplacements dans notre ville. Avec la cogestion, monsieur Cazin, vous ne l'avez pas dit. Est-ce que moi, personnellement, ce sera moi avec la cogestion. Oui, en tant que... Ça m'intéresse, je ne savais pas, vous l'avez jamais dit pendant cette campagne. Moi, je l'ai dit sans cesse. Peut-être juste, si je peux me permettre, parce que là, nous évoquons tous la partie suivante dont on va étendre. Vraiment celle-ci, mais allez-y. On évoque sans cesse comment on va étendre les lignes de transport public. Aujourd'hui, on ne le peut pas, il n'y a plus d'argent. Et donc, la seule chose qu'on va devoir faire, c'est d'abord ce qu'il va falloir faire. D'abord, c'est d'abord, c'est rénover. Monsieur de Sertine, s'il vous plaît, monsieur Cazin. Donc, ce que nous devons faire d'abord, c'est rénover notre transport et en particulier notre tramway. Nous avons le taux de panne, nous avons la défaillance la plus forte de toutes les grandes villes de France. 2 à 3 heures sont perdues chaque jour par des usagers sur des lignes de transport. Donc, c'est le premier travail, le premier investissement public. Il va être pour la rénovation du transport et c'est ce que nous allons faire. Alors, la troisième partie, juste après, s'il vous plaît, la troisième partie de ce débat rejoint celle-ci. La troisième partie de ce débat rejoint celle que l'on vient d'évoquer. C'est l'attractivité de Bordeaux et ses conséquences. Je me tourne vers vous, Julie Rochagneux. 2000 habitants de plus chaque année à Bordeaux, il y a un peu plus de 260 000 habitants. Il y a une question cruciale avec l'attractivité de la ville, il n'y a pas qu'une d'ailleurs, le logement. Aujourd'hui, c'est une difficulté, clairement, à Bordeaux, comme dans beaucoup de villes attractives, de se loger, ça coûte très cher, il y a le logement étudiant, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Que proposez-vous, que faites-vous aujourd'hui pour améliorer la situation du logement à Bordeaux ? Alors nous n'allons pas faire comme mes petits camarades qui sont à gauche et qui veulent construire la ville sur la ville. Nous considérons que construire la ville sur la ville, c'est polluant, ça crée des îlots de chaleur et surtout ça ne correspond pas au modèle que les Bordelais veulent. Aujourd'hui dans votre PLH, monsieur Urmic, vous déplorez le fait que les familles quittent la métropole, mais parallèlement vous rejetez ce désir d'individualité qui n'est pas un désir égoïste mais
qui est le désir de tous les Français d'avoir une maison avec un petit bout de jardin pour que leur famille vive correctement. Eh bien, nous nous opposons strictement à ça et nous nous opposons aussi au fait d'appliquer bêtement la loi SRU. Aujourd'hui, M. Urmic veut atteindre les 25% qui nous sont imposés par la loi SRU, mais il n'y a aucune évaluation de cette loi, qui est une loi qui n'a pas fonctionné. On a aujourd'hui toujours plus de logements sociaux dans les villes et toujours plus de demandes de logements sociaux. Donc il faudra, et je pense que ce sera une des thématiques de cette élection présidentielle, revoir cette loi SRU qui est un échec total. Maintenant, il faut transformer les bureaux vacants que nous avons dans les centres-villes en logements via ce qu'on appelle des PUP, des projets urbains partenariaux. Et il faut aussi baisser la taxe foncière pour que les Bordelais aient de nouveau envie d'acheter. Pierre Hermé, cette question du logement cruciale, forcément, il y a des projets en cours, notamment de construction de logements sociaux. La nouvelle loi demande 40% de logements sociaux dans les programmes de plus de 1000 m². Il y en a en cours en ce moment à Bordeaux. C'est une question essentielle puisqu'elle touche les 40%, à chacune et chacun d'entre nous. En fait, les 40%, nous l'avons anticipé. Je veux dire, il y a 3 outils dont on peut disposer en maire pour précisément faire du logement dans sa ville. D'abord, c'est éviter ce qu'il faisait avant qu'on arrive. Bordeaux est l'Eldorado des promoteurs immobiliers, c'est-à-dire du logement très cher, inabordable pour les habitants, qui allaient habiter à l'extérieur. Quels sont ces outils dont nous disposons ici à Bordeaux? Le premier, c'est le logement social. Bordeaux avait un retard inouï en 2020 en matière de logement social. Nous avons rattrapé le retard. Grandement, entièrement. Non, s'il vous plaît, vous me laissez parler. Je vais vous donner les chiffres. On était à 18,5% de logements sociaux. On est passé à 20,5%. Et surtout, contrairement à ce que vous faisiez quand vous étiez au pouvoir, nous faisons du logement social dans tous les quartiers de Bordeaux, même à Codéran. Vous voyez, on disait pas de logement social à Codéran. C'était votre doctrine. Nous faisons du logement social à Codéran. Ensuite, l'encadrement des loyers. Je sais qu'ils sont contre. L'encadrement des loyers, c'est une mesure que nous expérimentons depuis 2022 et qui, je peux vous dire, marche bien. Les résultats que nous avons montrent que le prix des logements à Bordeaux coûte moins cher aujourd'hui que ce n'était le cas en 2020. Sur cette question du logement, Philippe de Sertine. Crise du logement en 2020 à Bordeaux, thrombose, vous utilisez le terme. Rien ne s'est arrangé, ça s'est détérioré depuis. Nous avons vraiment une vision très claire là-dessus. On va créer 2000 logements étudiants à partir de la transformation des bureaux en logements. Parce que cet élément-là, c'est à cet endroit-là qu'on peut faire du logement étudiant. Et d'autre part, 4000 logements intermédiaires pendant le mandat. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire va devoir être très inventif dans la manière dont on va financer cela. Parce que nous rentrons dans une crise, nous avons des événements en ce moment qui se produisent, qui risquent de nous faire pousser les taux d'intérêt. Ça veut dire que cette question du logement qui est cruciale, absolument cruciale, qui signifie qu'actuellement, à l'heure où nous parlons, nous avons par exemple des soignants qui sont au CHU, qui ne peuvent pas habiter Bordeaux, qui ont eu une augmentation énorme de leur facture d'essence. Eh bien aujourd'hui, ils dorment dans leur voiture. Il faut absolument que nous proposions des logements intermédiaires moins chers que les logements que nous connaissons aujourd'hui, et avec la possibilité à Bordeaux, et ça va être un des grands plans que nous allons lancer, pour que les habitants de Bordeaux puissent devenir propriétaires de leur logement pour pouvoir faire de l'épargne. Bordeaux, 32% de propriété, 57% en France, c'est la seule possibilité pour faire de l'épargne. Nordine Raymond, cette question du logement. Oui, on parle des logements, mais on ne parle pas des gens qui sont à la rue. Il y a un homme de 52 ans qui est mort la semaine dernière à Bordeaux. C'est un drame absolu et je pense que la première politique publique qu'il faut mener, c'est de mettre les gens qui sont à la rue, qui était d'ailleurs une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, à l'abri. Et pour ça, il n'y a pas le choix d'une politique volontariste. J'ai parlé de la réquisition des logements, je commence à la porter. Mais d'abord, les logements publics. Vous le savez peut-être, Stéphane Pfeiffer a révélé il y a quelques temps qu'on pouvait faire jusqu'à 1200 logements dans les logements publics. Je me demande ce qu'on a fait pendant 6 ans. C'est à peu près le nombre de gens qu'il y a à la rue, qu'il faudrait héberger. Donc il faut commencer par mettre les gens à la rue dans un logement. Et ensuite, il y a la question du logement qui est trop cher. Nous, on veut rendre du pouvoir d'achat ou du pouvoir de vivre, on préfère parler de pouvoir de vivre, aux Bordelaises et aux Bordelais. Comment on le fait? C'est à travers le logement. Nous sommes à la tête de bailleurs sociaux. Il faut associer les habitantes et les habitants déjà dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux, mais aussi faire baisser les prix des loyers. J'ai vu des photos de grands parcs dont une partie est dirigée par Incité, dont l'adjoint de M. Urmic dirige le conseil d'administration. Il faut absolument faire baisser les prix des loyers et créer du logement étudiant parce que c'est insupportable le prix du logement à Bordeaux pour beaucoup d'entre nous. Il y a le logement, il y a l'accès au centre-ville, il y a le stationnement. Vous avez commencé à balayer un petit peu tous ces sujets. On va s'attarder sur le logement. J'ai pas bien répondre aussi sur le logement. logement. Sur le logement. Mais alors, juste après Thomas Cazenave et après M. Coutou pour terminer cette partie qui ne reste que 4 minutes. Merci. L'un après l'autre. Très bien. Non, sur le logement, l'augmentation du nombre de logements sociaux à Bordeaux a continué à progresser, plus 30%. Et dans le même temps, on a divisé par 2 le nombre de permis de construire accordés. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure en disant c'est fini l'Eldorado des promoteurs immobiliers. Mais quand vous avez dit ça, M. Urmic, vous avez tout simplement complètement enrayé toute la chaîne du logement. Impossible de sortir une opération à Bordeaux. On a rajouté des normes, le label frugal bordelais, je crois qu'il y a 2 opérations au bout de 6 ans. Moi, je crois qu'il faut
accepté de construire. Je vois que ma proposition de transformer des bureaux en logements a fait, comme on dit, des petits, et tant mieux, qu'il y ait de la convergence dans ce débat. Nous, c'est l'opération Cœur de Ville. Je ne crois pas, cher Philippe. Mais ce n'est pas grave, il faut qu'il y ait de la convergence entre nous. Vous le savez, je ne m'en cache pas. Ce n'est pas gagné quand même, visuellement, dans ce débat, ce n'est pas gagné, le point de convergence entre vous. Moi, je tends toujours la main, c'est mon tempérament, c'est comme ça. 1000 logements dans le cœur de ville que nous pouvons obtenir en transformant les bureaux pour la jeunesse, pour les familles. Parce que la ville, contrairement à ce que vous dites, Pierre Mick, elle est restée très chère. Et surtout, c'est très difficile de trouver un logement. Regardez notamment, j'étais sur le campus ce matin, le nombre d'étudiants qui renoncent même à venir à Bordeaux parce qu'ils ne trouvent pas. Voilà une opération concrète. Et la deuxième, c'est à Bordeaux-Nord, où je considère qu'on peut continuer à offrir demain du logement. Philippe Poutou, sur cette question du logement. Vous êtes un petit peu en avance sur les temps de parole, je vous donne cette information. Sur la question de la vacance, en fait, c'est une vieille histoire. Alors aujourd'hui, il y en a plusieurs ici qui prennent conscience qu'il y a une vacance des bureaux, mais il y a plein de bâtiments vides, de logements vides. Il y a même des fois des architectes qui discutaient de parkings qui étaient vides et qui pourraient être réutilisés différemment, réhabilités. Ça fait longtemps qu'en tout cas, du côté de certains architectes antilibéraux, il y a cette volonté de réoccuper l'espace et de répondre justement à l'urgence sociale du fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sont en difficulté. Le nombre de demandes de logements sociaux augmente et il y a un retard énorme. C'est des années des fois de retard et même souvent. Donc il y a une urgence effectivement à répondre à ça. Nous, on pense que le fond du problème, ça reste la lutte contre l'accaparement du foncier par le privé, qui permet après de spéculer, puisque c'est comme ça qu'il y a de la vacance aussi, parce que ça permet de faire monter les loyers. Puis quand on n'a pas envie de louer à un prix pas cher, on le laisse vacant et on attend un peu et tout ça. Donc il y a vraiment un problème politique de fond qui est la lutte contre l'accaparement par les plus riches, par les sociétés, les multipropriétaires. Des fois, c'est 10, 15, 20, c'est plusieurs bâtiments qu'ils ont. Donc il y a une bataille à mener là-dessus. Donc nous, on pense que, évidemment, la question de la réquisition se pose, mais déjà, rien que des bâtiments publics, d'arriver à réhabiliter les bâtiments publics qui sont aujourd'hui inoccupés, et après on voit avec la partie privée. On pense aussi qu'il faut arrêter les démolitions. Souvent on réhabilite un quartier, on démolit, puis regardez, et en fait au bout du compte ça ne crée pas de logements sociaux. Allez-y, donc il faut stopper. Vous êtes très en avance. Ouais, je suis très en avance. Oui, mais terminez votre phrase, je vous la laisse la terminer. En quelques instants, allez-y, donc stopper les démolitions, et puis la question des logements insalubres, et aussi il y a un problème avec les bailleurs sociaux, y compris publics, d'un manque de respect par rapport aux habitants et aux habitantes. Et aujourd'hui il y a plein de gens, de collectifs qui essaient de se battre, qui essaient de se faire respecter sur la question des loyers qui sont trop chers. L'encadrement ne répond pas du tout au problème parce qu'en fait il faudrait bloquer les loyers et même les diminuer. Ah bon, j'arrête là parce qu'il y aurait... un petit peu en avance, on va évoquer un autre thème de ce débat, vous avez commencé un petit peu à Bordeaux, c'est le Bordeaux de demain, le cadre de vie avec un projet qui cristallise les passions, on va appeler ça comme ça, la rénovation des allées Tourny dans l'hypercentre de Bordeaux. C'est un vaste projet déjà engagé par une municipalité qui a terminé son mandat. Je me tourne vers vous, Julie Rochagneux. Il y a des problèmes d'accès au centre-ville, il y a des questions pour les commerces, de survie des commerces, mais il y a aussi l'attractivité de la ville. Donc tout mélangé, qu'est-ce qui penche? L'attractivité ou éventuellement des conséquences négatives pour tout ce qui est stationnement et accès? Vous avez parlé du saccage des allées Tourny. Je n'ai pas parlé de saccage. Non, mais je n'ai pas parlé de saccage, je parlais de projet d'aménagement. Je reprends le terme qu'utilisent tous les Bordelais. Tous les Bordelais, et j'espère que cette erreur coûtera un second mandat à M. Urmic. Parce que quand on a une ville aussi belle, avec une architecture classique, une ville qui a été inventée par l'intendant Tournou, eh bien, on ne la détruit pas et on ne prend pas la ville de Bordeaux comme un laboratoire pour vos délires écolos et pour ce que vous voulez faire de cette ville qui ne ressemble plus à rien. L'attractivité du centre-ville, elle est aussi due au tourisme. Et on voit que la gauche s'oppose notamment aux bateaux de croisière. Et pourtant, les commerçants nous disent que la plupart de leur clientèle... Je vais y venir. Que la plupart de leur clientèle vient de ces bateaux de croisière. Eh bien, il faut que Bordeaux redevienne une ville ouverte. Il faut aussi recréer des événements, des grandes fêtes populaires dans Bordeaux. Moi, j'ai proposé de créer une fête des 4 saisons qui permettra à chaque saison que les producteurs locaux viennent dans Bordeaux exposer leurs produits et que nous fassions des grands banquets parce que M. Urmic a supprimé la fête des épicuriels en 2022 parce qu'il jugeait que cet événement n'était pas assez écolo et les Bordelais regrettent bien évidemment cette fête. Donc moi, je ne suis pas dans le passé, je veux imaginer l'avenir et je pense que demain, recréer des grands rassemblements pour les Bordelais, les Bordelaises et pour les personnes qui viennent de l'extérieur de Bordeaux, eh bien, ça redonnera de l'attractivité à notre centre-ville et aussi aux commerçants qui en ont grandement besoin. Pierre Urmic, c'est un projet très décrié, on l'entend, on va donner la parole un petit peu à tout le monde sur la table. Est-ce qu'il va participer à l'attractivité de la ville ou est-ce qu'il va un peu, pardonnez-moi le mot, mais plomber tout ce qui est commerce et accès au centre-ville? Alors déjà, la situation du commerce sur les allées Tourny, c'est l'un des endroits de Bordeaux où il y a le plus de vacances commerciales. Je crois qu'on est à peu près à 15% de vacances commerciales sur les allées Tourny, alors que sur le reste de la ville, il est de 7,5%. Donc il faut rénover. Alors il n'y a que les conservateurs pour dire « il faut toucher à rien ». Il faut rénover les allées Tourny. Quand j'entends parler de saccage, il n'y a pas encore eu le premier coup de pioche.
Le projet, personne ne le connaît. Vous avez peut-être... pardon, excusez-moi. Quand on voit les installations provisoires, on a peur pour la suite. Je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Nous sommes actuellement en période de concertation. Nous avons dû faire ce que mes concurrents ne connaissent manifestement, ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire faire des petits aménagements provisoires qui ne coûtent pas cher pour inciter précisément les habitants à venir s'exprimer sur leur vision des allées-tournées. Donc on est en période de concertation, attendons de voir ensemble ce que donnera le projet tel qu'il sera co-construit par les habitants. On sait déjà, 1500 personnes se sont exprimées et on dit qu'ils veulent un endroit plus apaisé, un endroit plus arboré, et un endroit plus animé. Et bien maintenant, la concertation, elle se fait autour de ces exigences qui ont déjà été exprimées. Mais je le redis, rien n'a été fait. Les aménagements provisoires sont en 2026. C'est très provisoire. Les aménagements provisoires sont en 2026. Mais qui a suscité le débat, et tant mieux, messieurs. On va demander justement... Ça a suscité le débat. Monsieur Hermic, s'il vous plaît. Philippe de Sertine, sur cette question de l'aménagement des allées-tournées qui coûte 5,5 millions à la ville, sauf erreur de ma part, 13 millions. Globalement, ce sont les normes qui ont circulé, les chiffres qui ont circulé. C'est comme ça avec la gauche, le budget n'est pas arrêté. Philippe de Sertine, sur cette question de leur... Donc, dépenses qui sont absolument énormes, qui ne correspondent absolument pas à une question d'attractivité. L'attractivité, c'est notamment prendre conscience que le commerce à Bordeaux est en train aujourd'hui de décliner en accéléré. 650 commerces en procédure l'année dernière au tribunal de commerce. Il y a 2 jours, la Banque de France nous a dit que les faillites ne cessent d'augmenter en France. Nous avons énormément de commerces aujourd'hui qui sont en difficulté. Je vais porter, en tant que maire de Bordeaux, une logique où le commerce, l'artisanat, la petite entreprise vont être à Bordeaux les priorités absolues de notre développement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va leur permettre d'avoir, de la possibilité d'avoir des livraisons qui vont se faire de façon beaucoup plus large qu'aujourd'hui, et 2, de la possibilité pour le stationnement pour les clients. Donc on doit avoir vraiment cette notion d'attractivité qui va commencer par le commerce, l'élément fondamental autour de Bordeaux. Ensuite, l'attractivité, c'est aussi la manière dont on pense, la façon dont on voit l'humain. Juste, voyez, quand on met 5 millions dans les allées-tournées, allez voir l'école France-Anson, Quai de Sud. Allons voir ça. 33 élèves. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. L'attractivité, c'est d'abord s'occuper des plus fragiles. Sur cette question, l'école Barbé. Moi, j'étais hier à l'école Barbé. Non, sur cette question des réaménagements des allées-tournées. Mais ça cristallise un peu les passions, en tout cas, l'argent investi. Moi, j'ai d'autres passions, si vous me le permettez. Moi, le problème des allées-tournées, c'est le prix. Et le problème des allées-tournées, c'est ce qu'on ne fait pas aux Aubiers, ce qu'on ne fait pas à Grand Parc. On parle de 13 millions. Alors, monsieur Hermic dit que c'est pas vrai. C'est en tout cas ce qu'a sorti la presse. Peut-être que les journalistes mentent. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le prix. C'est pas ça cache Bordeaux, je ne sais pas quoi, ou tous ces délires moraux qui peuvent être imposés par l'extrême droite. Ce que moi je dis, c'est que c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut investir dans les quartiers. À chaque fois, par exemple, sur les micro-forêts, tout ce qu'on a implanté comme végétalisation, c'est dans les quartiers les plus aisés. Aux Aubiers, à Grand Parc, on manque de végétalisation. C'est là où il y a des îlots de chaleur. Ensuite, sur l'attractivité, on en a parlé au début. Moi, je crois que ça serait bien que cette ville soit habitable pour les Bordelaises et les Bordelais. J'aimerais que les acteurs et les actrices culturelles soient plus mis en valeur, qu'il y ait une meilleure spatialisation de l'offre culturelle, notamment à la Benauge, qui manque de tout, la Benauge. On parle assez peu de la Benauge, mais où on a promis Joliot-Curie pendant très longtemps, où on est dans un désert alimentaire à l'heure actuelle. Donc l'attractivité de la ville, si vous voulez, moi c'est comment, si on est maire de Bordeaux, comment on fait vivre les gens qui vivent dans cette ville, qui puissent sortir et qui puissent s'occuper de leurs enfants dans cette ville. Thomas Cazenave, sur cette question. Le budget global tel qu'il est prévu sur les allées-tournées, M. Hermic le sait très bien, on en a longtemps débattu en conseil municipal, c'est plus de 15 millions d'euros. 13 millions d'euros, voire 15 millions d'euros. Typique de la dépense complètement inutile. Oui. Moi je préfère qu'on s'attaque au quartier Capucin, Victoire, Élie-Gintrac, où nous devons réussir une réhabilitation urbaine de qualité, remettre de l'animation commerciale, rénover le marché, redonner de la vie et lutter aussi d'ailleurs contre les trafics rue Élie-Gintrac. Voilà un beau projet urbain. Je ne comprends pas cette obsession, monsieur Hermic, à vouloir absolument mettre une espèce de marqueur sur les allées-tournées et reconnaissons ensemble que ce n'est pas réussi cette première étape. Deuxième élément, il y a tant de choses à faire dans notre ville. La rénovation des écoles, ça a été évoqué. Combien d'écoles ont été fermées cet été parce qu'il y faisait trop chaud, parce qu'elles n'ont pas été rénovées ? Combien d'équipements sportifs prennent l'eau ? Je pense à la salle des Peupliers, des JSA, où les matchs sont interrompus. Donc, on sait qu'on a beaucoup de choses à faire. Et je le dis sans esprit de polémique. Je ne comprends pas... Non, mais je vous le dis sincèrement, et vous le savez très bien, on a débattu. Je ne comprends pas ce choix, en fait, sur les allées-tournées, qui certes un peu de réaménagement peut être intéressant, mais de là à en faire le totem d'un mandat, d'un fin de mandat, et moi je ne le comprends pas, il y a tant d'autres priorités. Pierre Hermic, vous répondez, après on passera la parole à Philippe. Je réponds, c'est vous qui en faites un totem de la polémique.
Je vous dis, attendez, est-ce que j'ai le droit de vous répondre? Vous en faites un totem de la polémique sur les allées tournées. Je le redis, le projet va être co-construit avec les habitants. Et il ne faut surtout pas opposer les quartiers les uns contre les autres. Le quartier Saint-Michel-Capucin, il est en pleine rénovation déjà. Et nous allons d'ailleurs récupérer en régie municipale les Capucins pour mieux travailler ce projet de rénovation du quartier. Donc, les allées tournées, c'est un îlot de chaleur urbain. Je sais qu'en disant cela, je sais que pour vous, ce n'est pas une priorité de réduire les îlots de chaleur urbain. Ça n'est une. Nous devons adapter la ville de Bordeaux au nouveau contexte climatique. Donc, réviser tous les aménagements urbains à l'aune de cet impact climatique. C'est ce que nous allons faire avec beaucoup d'habitants qui sont aussi, à l'inverse de vous, tout à fait enthousiastes à l'idée de revoir ces emblématiques allées tourner. C'est ce que nous allons faire, comme dans notre quartier, sans esprit totem. Puis j'ai envie de vous dire, monsieur de Sertine, vous savez, je crois que le pessimisme n'est pas une force. Je pense que le pessimisme est une faiblesse. Quand vous parlez des commerces qui ferment, dites qu'à Bordeaux, il y a plus de commerces qui ouvrent que de commerces qui ferment. Nous avons l'un des taux les plus bas de France en matière de vacances commerciales. Vous connaissez le chiffre 7,5 au tribunal de commerce. Mais vous voyez que ceux qui ferment, vous voyez pas ceux qui ouvrent. C'est ça votre pessimisme. C'est ça votre pessimisme. Moi j'ai l'optimisme, monsieur de Sertine. Je vis encore. Je ne vois pas que les trains qui arrivent en retard, je vois tous les trains qui arrivent à l'heure. Et Bordeaux, il y a plus de création de commerce aujourd'hui que de fermeture, monsieur de Sertine. De temps en temps, sortez de la mairie, vous allez voir, c'est édifiant. Plutôt sur cette question des allées tournées et probablement plus largement du changement de la ville, de l'adaptation de la ville au changement climatique. Il y a eu plusieurs débats où les choses semblaient s'inverser. C'est-à-dire là, c'est rigolo presque. La gauche veut réhabiliter un quartier, ce qu'on appelle dans le Triangle d'Or, dans le quartier un peu riche de Bordeaux. Et la droite est en désaccord avec ce projet-là. On a l'impression que si l'idée avait été de droite, ils auraient très bien défendu ce projet-là. C'est un peu comme Canopé devant la gare où il y avait une inversion des rôles, où ceux qui défendaient plus. Enfin, voilà. Donc, et la droite qui va reprocher... Vous êtes très en avance, monsieur Poutou, je sais, mais je vous écoute, vous êtes très en avance sur le temps de parole, alors je vous invite à la concision. J'ai l'impression que sur l'ensemble de la campagne, je ne suis pas du tout en avance. Mais là, aujourd'hui, oui. Donc, là, c'est facile aujourd'hui, évidemment. C'est le seul moment où un rare moment où on a accès à une expression. C'est quand même assez rare, parce qu'on peut récompter aussi. Mais vous êtes invité aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, mais seulement aujourd'hui, depuis des mois. Comme l'ensemble des autres candidats, monsieur de Sertine. Monsieur, pardon, on pourrait faire des bilans, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Mais bon, donc du coup, oui, c'est assez rigolo de voir ces débats-là et que la gauche se fait reprocher de ne pas avoir une politique sociale. Et effectivement, il y a aujourd'hui des quartiers qui mériteraient d'avoir des travaux et des réhabilitations, et notamment sur la question du logement, mais même la question d'une vie collective. Grand Parc Aubier ou la Benoge, ces dernières années, c'est des commerces qui disparaissent, et c'est plus grave encore que dans le centre-ville de Bordeaux. Donc, et alors, nous, on pense que dans le fond, ça pose un problème démocratique. C'est-à-dire, en fait, les habitants, à aucun moment, ils ont la possibilité de décider de ce qui les concerne. C'est toujours des élus qui imposent leur propre projet, et souvent des très mauvaises idées. Et voilà, donc juste pour finir, le projet des allées tournées, nous on avait voté contre à chaque fois, parce qu'on pense que c'est une question de priorité. Il y a effectivement autre chose à faire, et des priorités sociales beaucoup plus importantes. On va juste terminer cette partie avec vous, parce que le temps file. Julie Rochagneau. Je vais réagir sur les Après, il vous restera une minute pour convaincre. Donc, les arguments de justification qui ont été utilisés par M. Remy, il utilise le catastrophisme climatique pour justifier les horreurs qu'il veut faire sur les allées tournées. La réalité, c'est qu'on ne connaît rien du bilan, en réalité, en matière d'écologie et d'environnement de M. Urmic depuis 2020. Il a donné un peu, M. Urmic, un sentiment de lutte contre le réchauffement climatique, et effectivement, une belle modélisation de ce sentiment de lutte contre le réchauffement climatique, c'est d'aller installer des bacs à fleurs sur les allées tournées. Eh bien, nous considérons que l'homme aux milliards de dettes, parce que vous avez fait 400 millions de dettes à la ville de Bordeaux, il y en a plus de 2 milliards à la métropole, mais comme Bordeaux représente un tiers des habitants de la métropole, M. Urmic, c'est l'homme aux milliards de dettes, sans aucune évaluation de sa politique qui a été menée en matière environnementale. La ville de Bordeaux, si je peux vous dire une minute. Répondez vraiment rapidement. Oui. Thomas Casa aussi, rapidement, parce qu'après, il faut que vous ayez du temps pour la minute pour convaincre. Allez-y. La ville de Bordeaux est considérée au niveau européen comme étant une des villes les mieux préparées au changement climatique. Je pense que ce serait bien que tout le monde l'entende. J'ai envie de vous dire que arrêtez de regarder la ville de Bordeaux dans un rétroviseur. La nostalgie, ce n'est pas un projet ni politique, ni économique. La ville est en train de se réinventer actuellement. Je comprends que ça ne correspond pas à vos logiciels. Je voudrais répondre, il a repris 2 fois. Juste en quelques secondes, oui, mais en quelques secondes, je veux dire à Pierre Urmic que la transition écologique, c'est pas uniquement la politique de l'arbre, que la question de la rénovation énergétique des écoles, c'est fondamental. Ça n'a pas été fait. Ça a été fait. C'est depuis le début
de ce débat de dire des contre-vérités. Bien sûr que vous n'avez pas rénové toutes les écoles de Bordeaux. Il y en a 119. Oui, mais dites-le, vous avez préféré faire autre chose. Vous avez préféré effectivement faire les allées tournées. Je l'ai fait une après les autres. Elle prenait toutes les écoles que vous m'avez laissées, M. Cazenave, que vos amis vous ont laissées. Elles prenaient l'eau, vos écoles. Ça fait 30 ans que vous êtes ici. Elles Moi, prenaient l'eau, vos écoles. Elles prenaient l'eau. Mais moi, je Et vos n'étais pas piscines là. perdaient de l'eau, par contre. Mais de quoi vous me On a parlez? rénové Mais tout de ça. quoi vous me parlez? On a D'un temps que je vos n'ai pas amis, connu. vos amis. D'un temps que je n'ai pas C'est connu. pas très constructif. Allez, messieurs, on va terminer. On va terminer ce débat. On a besoin d'un arbitre. On va terminer ce débat parce que vous ne serez pas d'accord là-dessus. qui Et il nous doit reste conclure, du temps par une question à chacune et chacun d'entre vous pour terminer ce débat sur les municipales à Bordeaux en 1 minute chrono. Vraiment 1 minute chrono. Pourquoi voter pour vous ce dimanche au premier tour et au deuxième si vous êtes qualifié et que vous maintenez Philippe de Sertine? Bordelaise, Bordelais, je suis candidat citoyen. Avec ma liste, nous proposons un vrai projet. Nous vous proposons de voter pour un projet, de cesser de voter contre, de cesser de voter dans un système politique qui ne cesse de réfléchir qu'aux alliances, à la manière dont les postes se répartissent. Nous avons un vrai projet immédiat pour Bordeaux, un projet qui répond aux urgences du quotidien avec les différentes dimensions qui ont été abordées aujourd'hui, mais d'autres encore, et notamment la question culturelle, la question du sport au cœur de la ville, la question de l'éducation, la question de la jeunesse, et une dimension que n'ont pas les autres candidats, c'est-à-dire cette idée de la manière dont nous inventons le futur, la manière dont les technologies notamment vont nous permettre de créer une nouvelle prospérité à Bordeaux. Donc votez pour un vrai projet, pensez qu'aujourd'hui vous avez la chance de voter pour arrêter de voter contre. Thomas Cazenave, également en 1 minute, pourquoi voter pour vous? Chers Bordelais, vous me le dites tous les jours, en porte-à-porte, sur les marchés, dans nos rencontres. Vous attendez des avancées concrètes sur votre qualité de vie, mais vous attendez aussi un nouvel élan, une nouvelle ambition pour notre ville. Vous avez l'opportunité de changer de maire à l'issue de cette élection municipale parce que vous rejetez massivement son bilan. Avec la liste d'union et de rassemblement que je porte, des forces politiques, mais aussi de la société civile, 67 colissiers, de tous les quartiers, de toutes les formations, de toutes les professions, nous proposons ce nouveau projet et nous pouvons l'emporter. Donc mobilisez-vous dès le soir du premier tour, dimanche, pour donner un nouvel élan, faire gagner l'alternance et faire gagner Bordeaux. Philippe Poutou, même question en 1 minute, pourquoi voter pour vous? On voit pas, il y a un compteur ou pas? Moi je l'ai sous les yeux, allez-y, ne vous inquiétez pas. Vous allez tenir la minute, vous inquiétez pas. On était élus. 2 élus anticapitalistes jusqu'à présent. En 2020. On a essayé, de 2020 à 2026, on a essayé de faire un travail, une opposition déterminée, radicale à la gauche libérale et aussi à la droite, mais qui, dans son opposition, servait à pas grand-chose. Donc, nous, on aimerait bien continuer. Voilà. On sait très bien, on est lucide qu'on ne peut pas gagner la mairie. Mais par contre, on aimerait bien maintenir une opposition comme on a pu le faire, que cette expérience-là qu'on a vécue, une expérience militante, elle puisse être enrichie et approfondie. Donc voilà, donc on pense que c'est utile. C'est utile, au moins de faire caisse de résonance. Parce qu'après, le problème, c'est que de toute façon, les élections ne résoudront pas nos problèmes. On a quand même cette expérience-là, gauche ou droite, c'est à peu près les mêmes politiques. Donc ce qui manque aujourd'hui, c'est une société démocratique où la population peut décider et imposer ses propres choix à la défense de ses intérêts. Donc ce qui manque, c'est ça, c'est une structure démocratique et nous, on en appelle à la lutte, à la résistance sous forme de collectif dans les quartiers parce que l'élection ne résoudront pas nos problèmes. Il faudra continuer la lutte et c'est comme ça que ça pourra changer. Nordine Raymond, même question. C'est pas voter pour moi la question, c'est voter pour une liste, la liste Faire Mieux pour Bordeaux, qui représente l'ensemble des quartiers de Bordeaux, l'ensemble des professions et qui a un profil qui ressemble à la sociologie de Bordeaux. Je porte la liste la plus jeune des candidats, je suis l'un des seuls à ne pas vivre d'indemnité politique et à se présenter en travaillant à côté. Je crois que notre liste, c'est un profil politique en elle-même. Et puis ensuite, c'est voter pour un programme, 250 mesures, dont 3 chapitres. Bordeaux solidaire pour rendre Bordeaux abordable, Bordeaux écologique pour rendre Bordeaux habitable et enfin Bordeaux humaniste pour nous rendre fiers de Bordeaux. Les 15 et 22 mars, c'est un choix politique important, c'est aussi la lutte contre le fascisme. Est-ce qu'on se voit se développer le racisme qui est ici présente avec Madame Rochagneux parce qu'on a l'impression qu'on est copains ici mais on n'est pas du tout copains. Il faut faire barrage à l'extrême droite et voter pour nous, c'est faire barrage à l'extrême droite de Madame Rochagneux. C'est la même question, Julie Rochagneux. Chère Bordelaise, chers Bordelais, dimanche, c'est le premier tour de ces élections municipales qui se joue. Et vous devez voter pour notre liste dès le premier tour pour avoir des élus qui vous défendent au conseil municipal. Vous ne pouvez pas faire confiance à Pierre Urmic, qui est l'homme aux milliards de dettes et qui a saccagé la ville.
Vous ne pouvez pas non plus faire confiance à un candidat qui est un candidat macroniste et qui malgré tout porte une part de responsabilité dans les problèmes qui vous touchent au quotidien. Je serai la seule qui aura le courage, en baissant drastiquement les dépenses de la ville de Bordeaux, de réduire votre taxe foncière qui a augmenté de 25% depuis 2020. Je serai la seule qui assurera votre sécurité parce que nous sommes crédibles, contrairement aux autres, sur ce thème de la sécurité. Alors dimanche, ne vous faites pas avoir, allez voter, soutenez la liste Rassemblement National. Pierre Urmic. Le 23 mars, j'ai envie qu'on se réveille dans une ville qui veut continuer à changer, pas dans une ville immobile qui regarderait en arrière. Une ville belle, vivante et robuste pour l'avenir de nos enfants, une ville où on peut se promener, vivre, aimer, comme on l'entend. Une ville où on donne confiance à nos jeunes pour qu'ils se projettent dans ce monde qui vacille. Une ville qui construit des logements abordables et continue à offrir des services publics de qualité. Une ville qui soutient ses acteurs associatifs, sportifs, culturels, économiques. Une ville encore plus solidaire, qui redonne du pouvoir d'achat. J'ai envie qu'on se réveille le 23 mars dans une ville qui maintient le cap vers le mieux. Une ville forte et fière, une ville qui a décidé d'avancer en confiance. Merci. C'est la fin de ce débat qui est consacré à l'élection municipale à Bordeaux. Premier tour. On rappelle que pour ce scrutin qui commence le dimanche 15 mars pour le premier tour, il y a exactement 177 720 inscrits sur les listes électorales. Vous le voyez s'afficher, plus 27 000 en 6 ans. La soirée électorale, bien évidemment, à suivre sur notre antenne dimanche soir avec une soirée spéciale. Vous serez évidemment conviés à réagir et à commenter vos résultats à Bordeaux et un petit peu partout en Aquitaine parce que les points chauds ne manquent pas. Dans un instant, c'est l'information locale et régionale sur Ici Aquitaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de campagne à vous et belle soirée. Merci.